Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'un mot qui, a priori, n'existe pas. Tout le monde se fout de moi quand je parle de ça. Ce mot, c'est la dérivabilité. C'est un mot, bon, je pense qu'il est, enfin oui, il existe en français. Moi, je l'utilise d'une certaine manière. Je ne sais pas si elle est juste. Si vous trouvez un autre mot pour expliquer ce que je vais vous expliquer après, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai d'utiliser votre mot à la place. La dérivabilité dans les jeux, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi le potentiel d'adapter une carte et de la dériver sous plusieurs variations. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes de base et on va essayer de transformer cette carte, créant en une nouvelle carte en adaptant les caractéristiques de la première carte. Pour moi, un jeu de qualité, c'est un jeu qui a plusieurs variables sur les cartes et où on peut dériver une carte en créant plein d'autres sans que justement les copies de la carte première, toutes les nouvelles cartes qui vont être créées, soient trop similaires à la première carte. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça et c'est pour ça que je vais vous expliquer clairement avec des exemples dans différents jeux ce qu'est la dérivabilité. Alors déjà, à quoi ça sert de se prendre la tête avec ça? Ça peut ne servir à rien, c'est juste moi, ça m'amuse de réfléchir à ce type de concept. J'adore le game design, comment les jeux sont fabriqués, comment les cartes sont équilibrées entre elles. Je pense que ça a plusieurs avantages. Lorsque vous êtes créateur de jeux, ça permet d'avoir des méthodes pour créer des nouvelles cartes sans tourner en rond. Et lorsque vous êtes joueur, ça peut servir à évaluer la puissance brute d'une carte et aussi la puissance par rapport à une autre. Le fait de savoir, de comprendre comment un jeu est construit permet d'avoir des repères et de calculer, de regarder, d'évaluer si une carte est bonne, pas bonne, meilleure qu'une autre, moins bonne qu'une autre, savoir si un jeu est équilibré ou pas. Alors, on va démarrer par Magic, hein, évidemment, la base du jeu de cartes en tout cas. Hop. Alors, dans Magic, Magic c'est un peu compliqué parce que j'aurais pu prendre énormément d'exemples. Il y a énormément de cartes Magic qui sont pas toujours équilibrées d'ailleurs entre elles. L'équilibrage des cartes a changé de par le temps. Les créatures du début du jeu avaient un certain équilibre, une certaine codification qui a changé avec le temps. Donc voilà, Magic c'est très très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails déjà parce que j'en suis incapable et parce que ça mettrait beaucoup trop longtemps. J'aurais pas forcément raison pour dire qu'une carte est équilibrée à Magic, qu'une carte ne l'est pas, etc. Je vais juste utiliser certains exemples de cartes pour vous faire comprendre ce que j'ai à dire. Alors, quand on voit une créature de base à Magic, j'ai essayé de prendre des exemples de cartes qui n'avaient aucun effet. On va simplement s'intéresser sur les valeurs numériques des cartes. Là, vous avez un ours qui est relativement basique, une créature verte. Elle est verte parce que son cadre est vert, parce qu'on la paye avec une couleur de mana vert. Elle coûte 2, un mana incolore, un mana vert. C'est une 2-2. L'idée ici, c'est si on devait créer nous-mêmes une carte qui serait 1-1 ou 3-3, qu'est-ce qu'on mettrait comme coup? Voilà. Donc là, je sais pas, on peut émettre la supposition que la 1-1, elle serait à 1 mana vert. La 3-3, elle serait soit à 2 mana incolore et un vert, soit 2 mana vert et un incolore. Là, justement, j'ai un exemple tout fait. On a une 3-3 ici qui coûte 2 incolores et un vert. Du coup, pour rajouter un d'endurance et un de force à une carte, on peut estimer que ça coûte un incolore. Le contre-exemple à tout ça, c'est là où, c'est pas encore une fois pour critiquer Magic, mais c'est là où je ne comprends pas et où je me pose des questions, c'est que justement on a un autre exemple d'une autre 3-3 qui est équilibré différemment, c'est que le deuxième mana incolore s'est transformé en un mana vert. Pourquoi, comment? Certes, le type de carte peut jouer, mais ça fonctionnera que par la combinaison, par l'interaction avec d'autres cartes en termes de puissance brute et d'équilibrage brut.
pour moi, c'est pas logique. Mais bref, ça vous fait comprendre un petit peu ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 2 manas colorés? On peut avoir une 2-3. Voilà, encore une fois, si vous avez une 3-3, oui, bah non, elle coûte 3. Donc voilà, là on a un petit exemple de dérivation. On a une 3-2 pour 2 incolores et un vert. Bon bah voilà, on a inversé juste les stats, mais ça nous coûte 1 de plus. On a une 3-3 pour 2 verts. Donc là, clairement, on voit un déséquilibre avec celle-ci qui coûtait 1 mana incolore de plus sans aucune raison. Alors qu'est-ce qui change entre ces deux cartes-là? C'est la rareté. On a une peu commune, alors que celle-ci est une commune. On le sait, Magic, depuis le tout début, équilibre les cartes non pas par un procédé brut mathématique, mais aussi par la rareté. Il y a parfois encore des contre-exemples à ça, c'est qu'il suffit d'ajouter une ligne de texte, un mot-clé, une capacité, pour que ça change complètement la manière dont est équilibrée une carte. Imaginez par exemple celle-ci, c'est l'ours 2-2 pour 2. Imaginez qu'on lui rajoute le piétinement, bah, ça va coûter peut-être 1 de plus. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un exemple ici. On a une 3-3 piétinement pour 4 manas, dont un vert. Si on reprend l'exemple de notre 3-3 ici, voilà, ça coûtait 2 verts, 1 incolore, ça coûte 3. Ici, pour 4, on a le piétinement en plus. Donc voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on a une manière d'équilibrer les cartes en rajoutant un petit mana en plus pour justifier de l'augmentation d'une puissance. On va retirer un point de force pour rajouter une capa, etc. C'est relativement équilibré. Et là où vous allez comprendre un petit peu en comparant avec les autres jeux, c'est que plus un jeu a d'endroits où on peut toucher, et plus on a manière à faire dériver les choses. La Magic, on a le coût de mana, on a la couleur de mana, on a le game text, on a la force, on a l'endurance. On a 5 endroits possibles d'une carte où on peut faire varier les choses. Donc, si on veut créer une copie d'une carte existante, ben, il suffit simplement de créer une autre carte qui y ressemble, mais on fait varier l'une des 5 variables, en fait, qui va engendrer forcément un changement sur les autres, mais on aura un rapport comme ça croissant, un truc qui va être lié. J'ai moi-même du mal à vous expliquer vraiment ce que je veux dire, mais voilà, je pense que c'est quand même plus ou moins clair, j'espère en tout cas. Quand on prend The Spoils c'est clairement du Magic à deux choses près, c'est qu'on a une valeur de vitesse qui s'ajoute aux caractéristiques de Magic. Comme Magic, on a une force, une endurance, une vitesse, on a un coup de mana. Par contre, le mana coloré ici n'est pas un coup de mana qu'on paye dans le coup. La carte ici ne coûte pas 5 plus 2, la carte coûte que 5. Par contre, on a un seuil. Un seuil, c'est en gros le moment dans lequel on va pouvoir jouer cette carte dans la partie. C'est une question de tempo, en gros. J'ai préparé plusieurs exemples de dérivation de cartes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour expliquer un petit peu. Là, vous voyez, pour 3 manas, dont 2 de trèche en rogue, on a une 2-2-4. Et si on passe à 4 manas, on a une 3-1-4. Donc en fait, ouais, bon là, l'exemple n'est pas non plus hyper parlant, puisqu'on a pris un point de vie et on l'a transféré sur la force. Donc là, par exemple, moi, on pourrait estimer que celle-là, elle est peut-être à un 1 trop cher. Je vois pas pourquoi. Bon, après, c'est l'équilibrage du jeu qui est comme ça. Pour 5 mana, on a quoi? On a une 3-3-5. Ouais, 5 de speed, c'est pas mal. Donc ce jeu-là, en fait, The Spoils, on a une variable de plus que sur Magic. Pour 7 mana, pour 3 mana, est-ce qu'on n'a pas deux cartes à 3 mana pour comparer? Voilà, on a une 2-1-4, une 2-2-4. Ouais, bah là, clairement, c'est pas... Ah, si, on a le threshold qui change. Et ben voilà, un exemple typique d'un truc relativement bien équilibré. C'est qu'on a fait perdre à cette carte-là un point de vie. Par contre, on a descendu le seuil pour avoir le droit de la jouer à une ressource et non deux.
Donc potentiellement, elle peut arriver plus tôt dans la partie avec moins de difficultés. Et en contrepartie, elle est un tout petit peu plus faible. Voilà, Spoils a un potentiel de dérivation des cartes plus important que Magic par l'addition d'une variable supplémentaire. Est-ce que j'ai un autre exemple? Il faudrait des cartes du même coup, mais je n'en ai pas. Hop. Bon, après, on peut regarder les progressions des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ça se trouve, mais vous allez rien comprendre à ce que je veux dire. Ce serait pas étonnant non plus, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des trucs que j'arrive pas à expliquer, quoi. Voilà. On va les mettre dans l'ordre. Hop, 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 hop. Là, on a quoi? Pour 1, on a une 2, 1, 3. Pour 2, avec le même seuil, on a une 2, 2, 3. Donc, on a gagné un point de résistance pour 1 de thunes supplémentaire. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'on aurait pu éventuellement laisser la vie telle quelle que la première, mais rajouter un point de force. Pour 2 thunes, on aurait pu éventuellement avoir une 3, 1, 3, ou une 4, 1, 2, par exemple. On peut faire varier comme ça. C'est ça que je vais vous expliquer, en fait. C'est que plus on a d'endroits où on peut faire varier, et plus on peut créer de variations de cartes différentes. Pour 3 mana, on a une 3, 3, 3. Donc on a rajouté un mana ici pour 1 plus 1. Par contre, elle a un threshold ici en plus. Bon, je ne sais pas comment il justifie ça. Là, ici, pour 3, on a une 3, 2, 2. Et ici, c'est bon, ouais, même moi, je m'y perds, c'est un peu compliqué. Mais pour 3, on a une 3, 2, 3. Ah bah voilà, là, l'exemple est peut-être pas trop mal sur ces deux-là. Pour 3 mana, on a une 3, 2, 2 et une 3, 2, 3. Celle-ci est plus rapide parce qu'elle a une vitesse de 1 supérieure. Par contre, en contrepartie, le seuil a changé. On est passé à 1 de plus. Donc là, c'est vraiment l'exemple typique de comment, avec une carte au même coup, on arrive à créer une carte différente et pour le coup, vraiment différente, avec chacun un intérêt propre. Tac. Si on regarde à Flesh and Blood, on peut évidemment s'intéresser en tout premier lieu, parce que c'est ce qui est vraiment le plus criant dans ce que je veux expliquer, au système des variations de cartes par liseré de couleurs. Si vous n'êtes pas au courant, dans ce jeu-là, il y a des cartes qui existent. Vous voyez, c'est la même carte, Seek and Shot. Une seule carte existe en 3 variations potentielles. En liseré bleu, liseré jaune, liseré rouge. Qu'est-ce que ça change en termes de jeu? Ça change 2 choses. La première chose, c'est le pitch de la carte qui va varier. En bleu, on est toujours à 3 de pitch. En jaune à 2, en rouge à 1. Le pitch, c'est quoi? C'est la valeur de mana, de ressources que l'on gagne en défaussant la carte. Donc clairement, en défaussant une carte bleue, vous allez gagner 3 mana. En défaussant une carte rouge, vous allez gagner qu'un mana. Donc clairement, quand on joue une carte en mana, la carte bleue est bien meilleure. Par contre, il y a une contrepartie à ça, c'est qu'en termes de jeu, la carte rouge, elle sera beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte comment? Non pas en la payant moins cher, parce que le coût est le même, mais c'est les variables de jeu qui vont changer. On passe d'une carte à 2 d'attaque à une carte à 4 d'attaque. Et naturellement, la liaison entre tout ça, c'est le pitch jaune. Là, vous avez vu, c'est une belle progression. 2, 3, 4. Et en inversé, on a 1, 2, 3. Donc, les jeux ont différentes manières de dériver une carte, soit en créant une nouvelle carte, soit en dérivant une même carte. Donc, voilà comment on dérive Netrunner. Je vais vous faire voir les belles progression arithmétique sur les ice. On a un exemple d'ice ici, verrou, qui a une subroutine arrêter l'intrusion, 0 de force, 0 de coût d'activation. Et si on suit la suite logique, ben on va avoir naturellement toujours dans des ice extrêmement simples à une subroutine arrêter l'intrusion. Pour 1 de force, ça va nous coûter 1. Pour 2 de force, ça va nous coûter 2. Pour 3 de force, ça va nous coûter 3. 4 de force, ça va nous coûter 4. Et en toute logique, pour 5 de force, ça va nous coûter 5. On a exactement
le même procédé sur les murs. On démarre avec le mur le plus simple. Une subroutine arrêter l'intrusion, force 0, ça coûte 1. Toujours dans des effets très simples, arrêter l'intrusion, 1 de force, ça coûte 2. 2 de force, ça coûte 3. 3 de force, ça coûte 4. Et ainsi de suite. La plus grosse dans la structure de base des Ice Wall étant force 5, coût de 6. Alors Netrunner a moins de variables que The Spoils, parce qu'on a une force, un rescost et éventuellement un nombre de subroutines et la nature des subroutines. Mais c'est exactement le même principe que tous les jeux, c'est que plus on a d'endroits où on peut faire varier les valeurs numériques, et plus on arrivera à créer des nouvelles cartes se basant sur une carte, mais en ayant réellement des nouvelles cartes. Alors évidemment, tout ceci est complètement faussé parce qu'il suffit d'ajouter un effet de jeu sous forme de texte pour complètement changer cette manière d'équilibrer les cartes, tout simplement parce que c'est pas mathématique. Rajouter un mot, rajouter un texte, rajouter plusieurs mots-clés, etc., c'est pas quantifiable, ou en tout cas c'est très difficilement quantifiable en termes de valeur numérique. À Magic, combien coûte la capacité vol? Combien coûte la capacité vigilance? À Flèche, combien coûte la capacité go again? À Spoils, combien coûte la capacité covert? Enfin voilà, dans tous les jeux, dès qu'on rajoute du texte, comment évaluer quel va être l'impact numérique sur le coût pour jouer la carte, par exemple? C'est très 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 difficile. Et là où je veux en arriver, c'est que cette vidéo, elle fait aussi le complément de ma vidéo sur Keyforge, où je pense que cette vidéo-là avait été un petit peu mal perçue. Déjà, la vidéo n'était pas purement négative sur le jeu. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'adore Keyforge encore aujourd'hui. C'est le jeu le plus simple pour se mettre au jeu de cartes. C'est un des meilleurs pour jouer en scellé. Il nous procure des sensations uniques et vraiment, vraiment géniales. Mais lorsque j'expliquais qu'il y avait 5 ou 10% des decks qui étaient un petit peu trop pétés et que tout le monde les voulait, ce problème d'équilibrage, pour moi, est dû à l'algorithme qui n'arrive pas à générer des tirages homogènes entre les decks. Mais je pense que c'est impossible à Keyforge d'avoir des decks équilibrés, parce que pour moi, les cartes sont impossibles à équilibrer. Pourquoi? C'est parce que justement le jeu, en tout cas ces cartes, manque de variables numériques. Le jeu a beaucoup plus de variables sous forme de texte non numérique que de variables numériques. Du coup, le jeu a un problème de dérivabilité des cartes parce qu'il y a un manque de variables. À Keyforge, il n'y a aucun coût sur les cartes. Le coût, c'est 0 mana sur toutes les cartes. Il y a très peu d'endroits sur la carte où on peut mettre une valeur numérique. Ça se compte sur les doigts d'une main. Vous avez la puissance. Donc déjà, à Magic, vous aviez attaque-défense. À Spoils, vous avez attaque-défense-vitesse. À Keyforge, vous avez qu'une valeur qui est la puissance. Certes, vous avez le bouclier. Ok, c'est quand même une deuxième variable. Il y a des fois, certes, l'endroit où quand vous jouez une carte, vous gagnez de lampe, vous faites certains effets de jeu. C'est une petite variable détournée. Mais après, c'est tout. Tout le reste du jeu, c'est de la variable textuelle. Et c'est ce qui est plus dur à équilibrer. Et dans un jeu sans coup de mana, bah voilà pourquoi il y a des déséquilibres de cartes en fait. La contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas construire de deck à Keyforge. Donc vous n'êtes pas tenté de mettre les cartes les plus fortes. C'est vrai, après tout, pourquoi mettre des cartes à 1 de puissance lorsque sans coup de mana, vous pouvez jouer des cartes à 6 de puissance? Si on avait le choix, tout le monde jouerait les cartes à 6, 7, 8, 10 de puissance parce que c'est les plus fortes. Sauf que là, vous ne pouvez pas construire votre deck. Sauf que l'algorithme le construit à votre place, et comme l'algorithme ne permet pas de générer des decks homogènes, bah c'est pour ça qu'on a des disparités avec 5 ou 10% des decks qui sont ultra joués en tournoi. Pour expliquer un petit peu plus dans le détail ce problème d'équilibrage sur Keyforge, ça a été très compliqué de vous sélectionner des cartes à Keyforge parce qu'il n'y a quasiment aucune carte sans texte, sans mots-clés, sans effet. C'est un jeu qui tente de s'équilibrer que par le texte. Et c'est pour ça, pour moi, que ça ne peut pas fonctionner. J'ai essayé de vous sélectionner des cartes simples, mais en fait, j'ai pas réussi. Là, vous voyez, hop, j'ai une carte à 1 de puissance qui fait quoi? Qui fait rien du tout.
Elle nous procure juste 2 ombres lorsqu'elle arrive en jeu. Or, ceci dit, c'est très très fort, hein. Là, on a une autre carte à 1 de puissance qui ne peut pas rip. Donc franchement, si vous aviez le choix, vous, entre jouer ces 2 cartes dans un deck, laquelle vous joueriez? Bah, celle-ci, sans hésiter. Et les cartes, elles ne sont pas du tout équilibrées entre elles. S'il y avait eu un coup de mana pour les jouer, bah, celle-ci, clairement, aurait dû coûter beaucoup plus cher que celle-là. Celle-ci, franchement, elle a un défaut, elle fait rien. Celle-ci, elle fait tout, et en plus, elle a un avantage. Et pourquoi? Bah parce que justement, les cartes ont un manque de cases pour s'équilibrer. Celle-ci aurait dû avoir un coup de mana, ou un drawback, ou quelque chose, voilà. Si on prend une créature à 8 de force, 0 mana, hein, toujours, puisqu'il n'y a pas de coup de mana dans ce jeu-là, on va l'équilibrer comment? Bah, par les effets. On a un effet de fight, voler 1 effet de fight, infliger 2 dégâts à une créature sur le flanc. Bon, celle-ci a un défaut. Ok, ça veut dire qu'ils ont estimé que le style 1 était supérieur à cet effet-là. Pourquoi pas? Là, encore une fois, c'est au doigt mouillé. Comment ils ont calculé que ça, c'était plus fort que ça? Enfin, c'est très difficile. Dès qu'on rajoute du textuel sur une carte, c'est très, très, très difficile à équilibrer. On a une carte à 4 ici. On a un effet de rip. On va jouer la première carte de notre deck. On a une carte à 4 ici qui est de capturer 3. Bon, peut-être que les deux sont équilibrés. Ça se trigger à chaque fois. On va jouer une carte gratos. Ça marche qu'une fois, mais c'est un effet quand même très fort. Enfin voilà, là c'est là où je vous disais, je suis pas expert, j'ai pas la prétention de dire tel jeu est équilibré, tel jeu n'est pas équilibré. C'est avant tout un ressenti. J'essaye de baser mon ressenti par un argumentaire, mais voilà, c'est très très compliqué. Je pense malgré tout d'une manière générale que plus un jeu a de variables, plus un jeu a de cases, et plus on peut équilibrer les cartes en elles, les comparer et arriver à créer des nouvelles cartes. Là, Keyforge, par exemple, ils peuvent que créer des nouveaux effets textuels. Alors non, parce que dans Mass Mutation, ils ont créé des dons, ouais, ok, ils peuvent faire varier 2-3 trucs, et je suis étonné de comment ils peuvent faire varier les jeux. Mais dites-vous bien que si ça marche à Keyforge, ça marche aussi dans tous les autres jeux où il y a de base beaucoup plus de variables. Là encore une fois, voilà, je vous prends l'exemple de The Spoil, vous avez le coup de mana, le threshold, la force, la vie, le speed, le game text et les mots-clés. Il y a 7 façons différentes d'interagir avec les cartes. Bref, bah écoutez, c'est un petit peu tout pour vous expliquer ce que j'appelle la dérivabilité des cartes d'un jeu. J'espère que ça vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à m'indiquer votre ressenti sur ma définition, si c'est clair, pas clair, à me donner des idées, à me donner des... Enfin voilà, bref, la section commentaires est là pour ça. Et encore une fois, je ne suis pas contre Keyforge. Keyforge n'est pas nul, c'est juste qu'il m'a déçu. Et un des points explicatifs de problème d'équilibrage du jeu, c'est pour moi, voilà, le manque de dérivabilité. Voilà, voilà. Sur ce, merci beaucoup et puis à la prochaine. Des bisous, salut!